Et j'appelle maintenant Gaëtan Boineau. Donc là, on va passer de l'extrême droite à l'autre côté du champ politique, puisqu'on va s'intéresser au récit historique autour de l'idéologie anarchiste. Gaëtan Boineau, hein, qui est aussi un collègue enseignant hein, de l'Académie d'Evry, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et oui, c'est l'Académie de Versailles, mais c'est à Ivry, c'est ça. Et qui s'intéresse d'une manière un peu globale dans ses recherches à tous les discours historiographiques et épistémologiques, notamment en lien avec l'histoire des idées. Donc là, on va avoir justement ce regard sur l'anarchisme. Dans le cadre de cette rencontre, nous nous questionnons ensemble sur les représentations historiques dans la production culturelle et sa circulation. Et ayant moi-même étudié le récit historique tel qu'il existe dans la théorie anarchiste, un petit peu sur les mêmes questionnements qui sont ceux de cette rencontre, c'est-à-dire sur le questionnement autour du contexte de production, de la manière dont ce récit historique s'inscrit dans une culture particulière, c'est-à-dire la culture anarchiste, donc la pensée anarchiste elle-même, le contexte des sources, de la production des sources, etc. Et donc, j'ai profité du coup de cette rencontre pour me poser la question autour de la question de la France, donc une France imaginaire à l'intérieur de la pensée, de la production anarchiste. Donc la production politique anarchiste pensée également comme une production littéraire, c'est-à-dire une production littéraire particulière, c'est-à-dire qu'elle a une vocation politique, elle a même des ambitions scientifiques pour certaines, mais elle a un but effectivement politique, de démonstration politique. Donc la question du récit historique anarchiste, il s'inscrit d'emblée dans un récit qui est construit comme dans une vision internationaliste du monde, produit par des militants internationalistes et qui vivent également comme des internationalistes, puisqu'ils traversent les frontières au fil des exils et des participations politiques aux révolutions. Et donc ils s'inscrivent ils construisent une histoire qui se veut comme une alternative à une histoire des puissants, et qui est une histoire qui parfois tente de renverser une partie des valeurs qui sont parfois les valeurs dominantes. J'ai pris pour ça donc des sources qui s'inscrivent dans le courant anarchiste qu'on pourrait dire classique, c'est-à-dire un anarchisme qui existe entre la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale en très gros. Donc un anarchisme qui s'inscrit d'un point de vue institutionnel dans ce qu'on appelle la Fédération jurassienne. Et donc la Fédération jurassienne, c'est donc une fédération politique qui s'est inscrite dans l'AIT, donc l'Association internationale des travailleurs, donc on appelle parfois la première internationale. Donc la Fédération jurassienne, elle s'est constituée autour de la figure de Bakounine et donc de la pensée de Bakounine, donc qui est un des fondateurs de l'anarchisme d'un point de vue idéologique. Et cette fédération jurassienne, elle quitte l'AIT avec l'expulsion de Bakounine de cette AIT en 1872. Donc, pour les besoins de cette communication, donc j'ai choisi d'étudier, de puiser dans la bibliographie de deux auteurs anarchistes que vous avez ici. Donc Élisée Reclus, militant anarchiste français, donc qu'on connaît comme un voyageur, quelqu'un qui traverse la France à pied, qui a participé à la Commune de Paris et donc qui s'est exilé suite à sa condamnation pour participation à la Commune de Paris. Donc on connaît comme un géographe, donc je développe ça un petit peu plus tard. Et donc Pierre Kropotkin, donc qui est un prince russe, qui est lui-même un militant anarchiste, donc qui est un petit peu plus jeune, donc qui ne participe pas à la Commune de Paris, mais qui va participer à un certain nombre d'actions politiques également, et qui va vivre plus ou moins en exil pendant un très grand temps de sa vie. Donc il va notamment vivre à la fin de sa vie plutôt autour de Londres, et il va retourner en Russie au moment de la Révolution russe. Donc, et en fait, ces deux personnages sont des personnages qui se connaissent, donc qui sont dans les mêmes cercles politiques militants, et qui donc se connaissent, se lisent, s'encouragent à publier, et même ont participé ensemble à certaines publications. Donc, où trouve-t-on de l'histoire anarchiste? Donc, quelles sources j'utilise? Donc, j'ai pris principalement trois productions. Donc,
Ce qu'on peut dire, donc, avant de dire ça, donc, ce qu'on peut dire, c'est que donc, les anarchistes sont plutôt présentés souvent comme des géographes. On fait souvent la différence. Donc, les marxistes sont historiens, les anarchistes sont géographes. Et en fait, les anarchistes sont aussi un peu historiens. C'est-à-dire que dans la science française, on a une réception de la géographie anarchiste par les géographes français, notamment à partir des années 70, donc qui correspond à un renouvellement de la géographie française d'un point de vue scientifique. Et donc on a notamment une reconnaissance, une redécouverte et une reconnaissance de la nouvelle géographie universelle comme une des grandes géographies universelles qui ont été produites au moment des balbutiements de la science géographique. Donc deux numéros de la revue Hérodote ont été consacrés à Élisée Reclus. Et donc la revue Hérodote a été fondée par Yves Lacoste. Donc Yves Lacoste, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour remettre en avant cette figure d'Élisée Reclus. Et donc ces figures d'anarchistes géographes ont été travaillées par un géographe qui s'appelle Philippe Pelletier, donc, dont vous avez la photographie ici, et donc, qui a publié Géographie anarchie, donc Reclus, Kropotkin, Metchnikoff, donc, qui sont trois du coup, des figures anarchistes qu'on peut considérer comme géographes pleinement. Et donc moi j'ai puisé dans ces deux bibliographies. Et donc moi j'ai pris plutôt donc L'homme et la terre d'Élisée Reclus, donc qui est un récit chronologique, en tout cas pour la plus grande partie de ce récit. Donc L'homme et la terre. Donc vous avez la devise en dessous. Donc la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. Et donc, si vous voulez, donc les géographes ont beaucoup considéré que c'était une œuvre majeure dans la mesure où elle reconnaît en fait les interactions entre le milieu et les humains, des interactions qui sont parfois équivalentes, en tout cas qui sont mises sur le même plan. Et donc moi, je prends le parti. Donc c'est une œuvre qui est très importante. Vous avez publié sur 6 tomes, 6 volumes, pardon, donc divisé en 4 tomes. Qui est plutôt une œuvre de la fin de la vie d'Élisée Reclus, puisqu'elle est publiée entre 1905 et 1908, qui fait plusieurs milliers de pages. Et donc je me suis intéressé donc à la France dans cette longue œuvre d'Élisée Reclus. Et donc pour accompagner ça, donc une œuvre géographique qu'on prend comme une œuvre historique, on peut ajouter donc L'entraide, un facteur de l'évolution, c'est-à-dire un livre politique et un livre qui est censé être un livre de biologie, c'est-à-dire que ici Kropotkin cherche à utiliser la biologie darwinienne pour faire autre chose justement que la biologie spenceriste. Donc pour présenter rapidement Spencer, donc c'est un des chantres de ce qu'on appelle parfois le darwinisme social, c'est-à-dire de prendre la pensée darwinienne comme étant, et la biologie darwinienne comme étant la biologie de la lutte pour la survie et de la lutte du plus fort. Et donc Pierre Kropotkin essaye de renverser ça et donc de prendre la biologie darwinienne comme étant comme étant la victoire plutôt de l'entraide entre les formes de vie. Et donc divisée en plusieurs chapitres. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une œuvre qui est une œuvre construite d'un point de vue chronologique également. Donc vous avez l'entraide chez les animaux, l'entraide chez les sauvages, puis l'entraide chez les barbares. Donc on est sur des catégories qui sont des catégories des tout débuts de l'anthropologie. Hein. Et ensuite donc l'entraide au Moyen-Âge et l'entraide à l'époque moderne. Et donc on peut accompagner ça par une brochure qui s'appelle L'État, son rôle historique. Et donc ici on a plus une œuvre politique à valeur plutôt historique, mais qui m'intéresse aussi par sa problématique particulière. Donc, je dirais quelques éléments quand on verra des exemples particuliers. Troisième élément, donc, ce qui est notable déjà, c'est que dans la plupart de ces œuvres, on a la France parmi une histoire qui est prise vraiment d'un point de vue global. On est toujours sur l'histoire du monde et l'histoire de concepts. Et le seul exemple en fait, d'histoire vraiment française qu'on ait publié en tant que livre, en tant que tel, donc c'est la Grande Révolution de Pierre Kropotkin. Et ce qui est plutôt intéressant dans cette Grande Révolution, c'est que sa réception elle a été faite beaucoup par les marxistes. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé à des militants communistes, on m'a tout de suite dit « Ah oui, la Grande Révolution de Pierre Kropotkin, c'est un des ouvrages reconnus comme étant un des meilleurs ouvrages sur la Révolution française par Lénine. » Vous avez... je n'ai pas mis la citation. Lénine. Et donc, c'est un ouvrage qui a été republié assez récemment, contrairement à la plupart des autres, hein, mais donc, qui a été republié récemment, donc en 2010, en 2019, et donc en 2019 avec une préface de Gérard Filoche,
avec une volonté de mettre en rapport donc, cette grande révolution donc, comme une révolution qui s'intéresse vraiment aux foules. Et donc géographie là, je fais un parallèle important avec les Gilets jaunes à ce moment-là. Le livre est aujourd'hui indisponible, donc je ne suis pas sûr qu'Atlant en ait produit énormément d'exemplaires, mais en tout cas, apparemment, tout s'est vendu. Donc je vais prendre 3 exemples particuliers donc, dans l'histoire de France. La question du Moyen-Âge, donc on va faire une petite incursion médiévaliste. Et ensuite, donc, la question de la figure de Louis XIV, et enfin, quelques éléments sur la Révolution française. Donc Moyen-Âge anarchiste, donc j'ai mis au pluriel parce qu'on a, pour le coup, on a 2 auteurs, mais on a du coup 2 visions plutôt différentes du Moyen-Âge. Si on prend pour Élisée Reclus, donc la France dans le Moyen-Âge, c'est une France qui est présentée vraiment comme diverse, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur les différentes composantes de la France. Donc d'un point de vue historique, évidemment, il va faire l'histoire longue des différentes composantes de la France médiévale, donc les composantes celtes, romaines, germaniques. Et donc il va distinguer au cours de ce Moyen-Âge plusieurs Frances qui sont assez distinctes. Donc on va voir principalement donc, le Midi, donc le sud de la France. Donc pour lui, ce Midi, ce qui est important, c'est l'influence romaine dans ce sud de la France. Et c'est ce qui rend ce Midi finalement plus civilisé, hein, c'est les mots qu'il utilise. Ce Midi est plus civilisé puisque dans la philosophie historique d'Élisée Reclus, l'Empire romain présente vraiment un progrès dans l'histoire, un progrès un peu paradoxal, puisqu'on a une figure autoritaire, et donc on ne s'attend pas forcément à voir ça chez les anarchistes, mais ce qui est intéressant pour Reclus dans cet Empire romain, c'est que l'action historique de l'Empire romain, ça va être d'unifier la Méditerranée. Donc toute action d'unification des peuples humains est intéressante pour Reclus, et en fin de compte, on peut lire L'homme et la terre comme le grand récit de l'unification progressive de l'humanité, puisque en fait les derniers chapitres de ce qu'il appelle l'histoire moderne, et donc en fait l'histoire moderne pour Élisée Reclus, c'est le Moyen-Âge, l'époque moderne, et en gros jusqu'au XIXe siècle. Pour lui, la fin de l'histoire moderne, c'est la constitution des grands courants internationaux, des grands syndicats, des partis socialistes. Et donc pour lui, l'histoire va vers cette unification de tous les humains dans une grande internationale. Et donc l'Empire romain, paradoxalement, débute une construction de cet Empire romain-là. Et donc le Moyen-Âge français, donc les envahisseurs germaniques, ont comme action de remorceler tout cet Empire romain qui s'était construit. Donc on a le Midi, on a la moitié nord. Donc la moitié nord, elle est très marquée par la présence du pouvoir royal, du pouvoir féodal et du pouvoir religieux, donc centré sur l'Île-de-France. Et après, on a quelques éléments qui sont un peu particuliers. Donc on a la Normandie. Donc il y a des très longs développements sur les peuples nordiques chez Reclus, puisqu'ils sont présentés de manière plutôt positive dans la mesure où ce sont des grands voyageurs, des grands découvreurs. Et on va les retrouver très très souvent ensuite, puisque quand il va parler de la découverte de l'Amérique, il va parler toujours de seconde découverte de l'Amérique. Il va présenter les Canaries comme un archipel normand. Enfin, c'est très présent. Et quand il présente les Normands qui s'installent donc dans la Normandie au moment de la fin de l'Empire carolingien, il va les présenter comme des conquérants qui vont se franciser, se christianiser. Et là, on a aussi une constante reclusienne qui est que tout peuple conquérant, qui est souvent minoritaire, va être influencé par le peuple qui est conquis. Donc c'est assez intéressant quand il essaie de penser la Grèce, penser l'Empire romain, etc. Ça devient un peu plus compliqué quand il essaie de penser la colonisation. Mais globalement, la colonisation, ça reste à la fois quelque chose qu'il décrit, mais c'est un impensé, parce qu'il n'y a pas de véritable pensée de la colonisation comme un phénomène à part entière. Donc les Normands, et après bon, on a une Bretagne qui reste plus ou moins autonome et qui ne développe pas énormément, puisqu'on reste sur une très grande fresque historique, donc on ne va pas s'attarder qui ne s'attarde pas sur tous les petits peuples. Et on a tout au nord les communes flamandes qui rentrent dans un grand groupe de communes, enfin de communes qui vont se développer au nord de l'Europe. Et donc cette division, un point intéressant, c'est qu'elle est le décor d'un événement qui a relativement longuement décrit, c'est la croisade contre les Albigeois. Donc c'est cette croisade qui oppose les rois de France et les grands seigneurs du nord de la France avec les personnes les groupes cathares du sud de la France. Et donc pour Élisée Reclus, cette croisade contre les cathares, c'est la troisième
C'est le 3e pillage du sud de la France par ces populations du nord. Le premier étant le pillage du sud par les Francs de Clovis, le deuxième étant celui des Austrasiens de Charlemagne. Donc on a une récurrence un petit peu, et donc ils surnomment cette France du Nord les pillards fanatiques du Nord. Et on voit aussi le fond un peu anti-religieux de Reclus ici, que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui se retrouve dans le fond de son œuvre. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est que contrairement à lui, Kropotkin présente un Moyen-Âge qui a une image très, très positive, lumineuse. Cette image, il la doit beaucoup à l'historien Augustin Thierry, donc un historien plutôt libéral. Il est beaucoup cité comme source par Reclus sur le Moyen-Âge, mais il est vraiment au centre de la pensée de Kropotkin. J'ai ajouté au passage que c'est aussi quelqu'un qui a été beaucoup lu par Karl Marx, même si donc, il a été retravaillé. Donc c'est quelque chose qui est, pour le coup, Augustin Thierry chez Karl Marx, c'est quelque chose qui est assez connu dans la pensée marxiste. Mais donc Kropotkin utilise beaucoup d'Augustin Thierry pour mettre en avant ce Moyen-Âge. Et donc, au fond, ce qui intéresse vraiment Kropotkin au Moyen-Âge, c'est la commune médiévale. Et donc, le Moyen-Âge, c'est le moment où l'Empire romain s'efface et où la commune médiévale peut s'affirmer. Et donc, si chez Reclus, dans la commune médiévale, on a quand même globalement des bourgeois, et donc ça n'intéresse pas forcément fondamentalement, pour Kropotkin, on a vraiment des travailleurs qui sont unis par leur travail, donc dans les corporations. On peut même penser à une partie de son travail comme l'histoire longue des corporations de travailleurs. Et donc pour lui, donc le Moyen-Âge, c'est un moment d'apogée de l'esprit de liberté humaine. Et donc cet esprit de liberté, il est ensuite détruit par la Renaissance. Et donc dans la Renaissance, Kropotkin voit le retour de l'État, et donc de l'État romain, finalement, un État romain qui a continué à exister également dans l'Église catholique, donc il continue à exister de manière endormie dans l'Église catholique. Il est redécouvert par les penseurs politiques à la Renaissance. Donc quelque part, donc l'Empire n'a jamais pris fin non plus chez Kropotkin. Voilà, donc évidemment, donc Reclus, il se sent obligé quand même de consacrer un chapitre entier à la commune médiévale, dans lequel en fait il décrit ces communes à des stades différents d'existence, donc des stades de développement différents. C'est-à-dire que évidemment dans l'Italie, donc les cités italiennes vont être très puissantes, elles vont se développer, notamment grâce à un héritage romain très fort. Et donc il va développer dans le Midi, on va donc toujours par cet héritage romain, on va avoir des communes qui vont garder une certaine autonomie, mais qui ne vont pas avoir une capacité d'action, de renouvellement telle que l'auraient les cités flamandes qui ont un autre fond culturel et historique. Mais par contre, donc voilà, globalement, ces communes, pour lui, donc elles sont très minoritaires. Donc, vous avez la citation. Donc, les communes ressemblaient à des îles parsemées dans une mer sans bornes. Au-dessus des communes bourgeoises, les rois et les prêtres. Au-dessous, les ouvriers et les paysans. Voilà. Et donc, ce Moyen-Âge, il a aussi une face très très sombre pour Élisée Reclus, et notamment dans la question des travailleurs, donc des paysans et des serfs. Donc, je cite le prétendu progrès de l'esclavage au servage, donc c'est toute la question du passage de l'esclavage au servage, de Rome à la féodalité germanique fut un véritable recul. Donc pour Élisée Reclus, les serfs sont plus maltraités que les esclaves romains, et même pour lui, d'une certaine façon, il affirme qu'il n'y a pas de vraie différence en plus entre les paysans qui sont serfs et les paysans qui sont libres. Globalement, ils sont sous la tyrannie du Seigneur, et donc ils ont des conditions de vie qui sont très inférieures aux esclaves. Donc ça nous amène à un type d'affirmation, si vous voulez. Donc on a une affirmation historique, le servage c'est pire que l'esclavage, donc l'esclavage c'est pas si mal dans certaines conditions. Et par exemple dans l'encyclopédie anarchiste, donc l'encyclopédie anarchiste c'était un projet
dans les années 1920-1930. Donc on est sur la fin des anarchistes de cette période de la fin 19e, début 20e, donc autour de personnalités comme Sébastien Faure, mais avec l'aide d'un grand nombre d'anarchistes. L'idée de fonder une encyclopédie anarchiste, avec notamment un dictionnaire anarchiste, donc avec plein de choses prévues. Donc il n'y a qu'un seul volume de cette encyclopédie qui a été publié, avec le dictionnaire anarchiste. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que ce dictionnaire anarchiste, il a été numérisé entièrement et mis en ligne en 2010, donc sur le site de la bibliothèque anarchiste, vous voyez, numérisé par les camarades de la Fédération anarchiste et sympathisants. Donc quelque part, cette encyclopédie anarchiste, elle n'a jamais été autant disponible qu'aujourd'hui depuis 2010. Et on trouve en fait une affirmation donc, dans l'article « Émancipation de l'esclavage », on peut lire « Les esclaves de la Grèce, traités humainement, faisaient partie de la famille, portés assez souvent à des postes importants considérés comme des hommes malheureux par leur maître qu'une adversité pouvait faire choir de leur rang, étaient mieux traités que les serfs des premiers siècles de l'ère chrétienne. » Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que, en fait, quand ce genre d'affirmation sort de leur contexte de formulation première, c'est-à-dire des œuvres politiques, etc., la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on rentre complètement dans le mythe politique, dans la fiction politique qui est répétée à partir en sortant d'un contexte de démonstration. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi on a une différence de traitement entre le Moyen-Âge français de Reclus et le Moyen-Âge français de Kropotkin. En fait, il tient au fait que le Moyen-Âge joue un rôle complètement différent dans les différentes démonstrations, puisque Reclus fait une histoire de l'ouverture du monde. Le Moyen-Âge est un moment de fermeture, de remorcellement, donc un moment de déclin, là où Kropotkin voit un moment de progrès, puisqu'on est à un moment du progrès, de l'entraide entre les humains. Voilà, donc ça nous donne aussi cette citation. Toute l'industrie moderne nous vient de ces cités, donc la cité médiévale. Et donc la phrase qui commence ici, donc l'architecture enfin à laquelle nous devons les cathédrales de Londres, de Reims, de Cologne, le peuple en fut le maçon, a si bien dit Victor Hugo. Et donc ici, on est vraiment dans ce que Kropotkin peut produire de plus nostalgique, voire réactionnaire, dans sa pensée. Donc il y a cette idée que le monde moderne, il pourra presque, s'il n'y a pas de nouvelles corporations, de nouvelles internationales et de nouveaux gouvernements par les travailleurs, il n'y aura plus jamais d'art aussi développé que ça. Et donc on a bien cette idée de progrès qui est... en fait, le progrès, il ne peut être là que associé à certaines valeurs, à certains éléments. Et donc en soi, il n'y a pas de progrès absolu. Et donc il y a même une dimension parfois... il y a une dimension parfois... c'est l'inverse de optimiste, c'est quoi ? Il y a un côté très pessimiste parfois chez les anarchistes, c'est-à-dire que il y a cette question de l'esprit de liberté. Si l'État détruit définitivement l'esprit de liberté, la liberté ne pourra plus exister et il n'y aura plus rien de beau qui pourra être produit. Donc on est un peu chez Kropotkin ici. Donc rapidement, donc Louis XIV et la misère de la France. Donc comme l'anarchisme est une pensée politique qui donne une importance théorique particulière à l'État, il est donc logique que les personnages de rois identifiés à la construction d'un pouvoir étatique qui soit présenté de manière négative. Alors on est bien sur une identification à l'idée d'État et non pas à l'idée de nation. Si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, elle représente en fait une jacquerie particulière qui est la jacquerie qui protège les paysans français des exactions des rois anglais, mais elle n'est pas une figure patriotique du tout. Et même, il présente le roi comme l'ayant utilisé comme utile, et comme elle devient un peu gênante, donc il participe à ceux qui la brûlent, donc par un instinct très sûr de l'intérêt de classe. Donc oui, on a cette idée d'intérêt de classe ici. Donc l'exemple de Louis XIV, donc vous avez ici, si vous voulez, donc Louis XIV, c'est tout un chapitre. Donc on a la petite phrase complètement lugubre, la main de Louis XIV pèse encore sur les solitudes de Sévenol. Vous voyez, chez Reclus, Louis XIV, c'est celui qui a donc détruit la France en quelque sorte, c'est-à-dire que par ses actions, par ses guerres, etc.,
et notamment par la révocation de l'édit de Nantes qui a causé donc, le départ des protestants. Et donc en gros, il considère qu'il y a 1/30 de la population de la France qui meurt sous Louis XIV. Donc pour lui, Louis XIV, figure de l'État et de l'ambition, va faire en sorte que la France perde sa position de puissance. Et donc on est au moment où, pour Reclus, la Grande-Bretagne prend le dessus. Ouais, donc en fait, pour le coup, c'est une démonstration qui est vraiment très très proche donc, de celle de Lionel Jospin sur Napoléon. Et Reclus, sur Napoléon, il y a à peu près la même idée. C'est on est dans des monarques autoritaires qui font la guerre et donc qui détruisent leur pays. Sur la Révolution, donc j'ai plus beaucoup de temps. Donc en très gros sur la Révolution, il y a une place qui est assez donnée donc à la fin des corporations. En fait, on sait que la Révolution c'est la fin des corporations et donc la liberté du travail. Donc évidemment, les anarchistes prennent cette liberté du travail en disant la liberté du travail c'est la liberté du travail par rapport aux corporations, par rapport à l'État, mais c'est surtout le fait de laisser la bourgeoisie, le capitalisme gouverner sur le travail sans résistance, et donc ça empêche les travailleurs de s'unir, et donc ça amène du coup à la toute puissance du capitalisme ici. Donc, ouais, sur la liberté du travail. Donc ce qui m'a intéressé en fait dans ce travail aussi beaucoup, c'est pourquoi les anarchistes utilisent l'histoire. Donc j'ai quelques formules en fait qui peuvent résumer ça. Les anarchistes, ils ont besoin premièrement donc d'une histoire révolutionnaire. Cette histoire révolutionnaire, elle permet de lire les différentes révolutions, les causes, les échecs. Le besoin de s'inscrire dans une histoire qui a un sens, donc celle des libérations des populations, libération par rapport à l'autorité, par rapport à l'État, par rapport aux églises. Et donc cette histoire révolutionnaire, elle permet de voir la possibilité justement d'une révolution émancipatrice. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le besoin de ce que j'ai appelé du coup une mémoire révoltée, donc qui permet de trouver dans les révoltes du passé de tous les groupes, de toutes les populations, donc plus ou moins collectives. Ils ont beaucoup de méfiance par rapport aux acteurs individuels, hein, mais il y a beaucoup de mise en avant des acteurs collectifs. Donc pour eux, c'est aussi important donc, de pouvoir s'identifier en tant qu'anarchiste, en tant que représentant d'un peuple, d'une population opprimée, d'avoir cette identification-là ici. Et donc ici, je prends une conception de la mémoire qui est une conception très large qu'on peut retrouver chez Patrick Garcia, qui est celle de la mémoire, elle construit du collectif, une identité collective, quel que soit le type, une identité collective politique, religieuse, nationale, locale. Il y a vraiment des tas de manières de construire des identités collectives. Et dernièrement, donc, ce qui est intéressant, c'est que les anarchistes ont pioché donc, dans une très large littérature scientifique, notamment parce que la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un moment politique pendant lequel la science est vraiment un moyen très important de légitimité. C'est assez clair chez les marxistes hein, qui vont parler de socialisme scientifique, mais c'est très clair chez les anarchistes de toutes les époques. On peut rappeler que Proudhon, quand il écrit « Qu'est-ce que la propriété ?» dans les années 1840, il l'écrit comme un mémoire pour l'Académie de Besançon, donc un mémoire scientifique, donc avec des citations de scientifiques un peu partout. Et donc pour conclure, donc les théoriciens anarchistes, ils gardent un rapport à la discipline historique qui est globalement le rapport qu'ils ont au savoir en général, c'est-à-dire qu'ils vont, en tout cas dans leur discours, respecter les différents savants de leurs époques, respecter les compétences de ces savants, comme des travailleurs d'ailleurs, mais sans respecter leur autorité. Et donc peuvent se permettre de la remettre en cause et de remettre en rapport donc, ces savants avec leur rapport avec les structures de domination en général.